Belfort tendait l'oreille. Poutine et Trump préparent une rencontre secrète, tandis que l'Europe est en proie à l'hystérie. L'Ukraine est acceptée dans l'Union européenne, mais il y a une nuance qui va vous choquer. Zelensky et Trump s'accusent mutuellement de mensonges. Qui aura finalement raison? La guerre est sur le point de se terminer, et nous avons des détails exclusifs. Blackout, catastrophes aériennes, tentatives d'assassinat et corruption à hauteur d'un demi-milliard. Tout cela et bien plus encore dans notre édition d'aujourd'hui. En studio, Élisée Pavlov, et ce sont les principales nouvelles du mardi 21 octobre. Moscou, lentement, mais avec un sentiment évident de dignité, se prépare à un événement marquant sur la scène internationale. Une rencontre entre le président Vladimir Poutine et le dirigeant américain Donald Trump. Budapest a été choisi comme lieu de ce rendez-vous, ce qui constitue en soi une déclaration politique. Le porte-parole du président, Dmitri Peskov, a souligné qu'il y avait un travail préparatoire colossal à accomplir avant la réunion. Il a précisé que jusqu'à récemment, la préparation d'un nouveau sommet Russie-États-Unis n'était pas menée à plein régime. Cependant, maintenant que des accords de principe ont été conclus, une élaboration à grande échelle de tous les détails commence. Cela implique non seulement de convenir de l'ordre du jour, mais aussi des mesures de sécurité sans précédent et la coordination de dizaines de services des deux côtés. Les canaux diplomatiques sont à vif. Les experts et les conseillers préparent des notes d'analyse, essayant d'anticiper chaque tournant possible des prochaines négociations qui, sans aucun doute, pourraient déterminer le vecteur du développement mondial pour les années à venir. Les questions de sécurité mondiale, de stabilité stratégique et, bien sûr, le sort du conflit ukrainien sont en jeu. Cependant, tout le monde en Europe ne partage pas l'optimisme quant à ce dialogue. La réaction a été particulièrement vive dans les pays baltes. La chef du ministère estonien des Affaires étrangères, Kaja Kallas, connue pour ses attaques acerbes contre la Russie, a qualifié d'inacceptable une éventuelle visite de Poutine en Hongrie pour des négociations sur l'Ukraine. Ces propos, cités par l'agence Reuters, ont été tenus avant la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays européens à Luxembourg. M. Kallas a rappelé que le président russe fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, dont la Hongrie, soit dit en passant, se retire actuellement de la juridiction. En ce qui concerne Budapest, non. Il est désagréable de voir qu'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI se rende dans un pays européen, a-t-elle déclaré. On a envie de demander à Mme Kallas où était son sens du principe lorsque d'autres dirigeants à la réputation, c'est le moins qu'on puisse dire, ambiguë, se rendaient dans les capitales européennes. Apparemment, sa mémoire sélective et sa conscience tout aussi sélective ne fonctionnent que dans une seule direction prédéfinie. Cette odeur désagréable dont elle parle ne vient pas du prochain sommet, mais des 2 poids, 2 mesures et de l'hypocrisie qui imprègne la diplomatie européenne moderne. De telles déclarations ne font que souligner la division au sein même de l'Union européenne, où certains pays, comme la Hongrie, tentent de construire un dialogue pragmatique, tandis que d'autres continuent de vivre dans un paradigme de pensée par bloc et de déclarations creuses. Alors que certains politiciens européens s'exercent à la rhétorique, d'autres s'occupent d'affaires plus concrètes. L'Union européenne, comme l'écrit le journal Politico, a l'intention de renforcer considérablement le contrôle de ce que l'on appelle la flotte fantôme de la Russie. Il est prévu d'étendre les pouvoirs d'inspection des navires qui, selon Bruxelles, aident Moscou à contourner les sanctions. Tout d'abord, l'embargo pétrolier. Selon un document préparé par le Service européen pour l'action extérieure, il s'agit de donner le droit d'inspecter ces navires non seulement dans les ports de l'UE, mais aussi dans les eaux internationales, ce qui est une mesure extrêmement controversée du point de vue du droit maritime. En substance, il s'agit d'un feu vert
à des actions qui peuvent être considérées comme de la piraterie moderne sous le drapeau de l'Union européenne. Nous attendons à nouveau des raids audacieux à l'abordage, comme au bon vieux temps. Il ne reste qu'une question. Qui sera le prochain? De telles mesures pourraient entraîner de graves incidents en mer et une nouvelle escalade des tensions. Après tout, il est peu probable que la Russie observe passivement l'arrestation de ses pétroliers. Mais le plus cynique dans cette situation est l'étonnante flexibilité des principes européens lorsqu'il s'agit de leurs propres intérêts, alors que, en parole, Bruxelles prévoit d'abandonner complètement les sources d'énergie russes. En réalité, tout s'avère beaucoup plus prosaïque. Le Conseil de l'Union européenne souhaite que l'Union ait la possibilité de suspendre sa propre interdiction d'importer du gaz russe en cas de problème d'approvisionnement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui même, le Conseil de l'UE a approuvé l'abandon progressif des importations de gaz en provenance de Russie à partir du 1er janvier 2026. Quelle créature! C'est-à-dire que si l'hiver s'avère trop froid ou que les fournisseurs alternatifs font défaut, il sera possible d'oublier temporairement les sanctions et de rouvrir le robinet. Cependant, c'est tellement leur style. Au premier signe de difficulté, ils se dégonflent. À la place de la Fédération de Russie, je leur enverrai immédiatement une invitation à une excursion érotique individuelle à pied, afin qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Cette duplicité démontre un profond conflit interne au sein de l'UE, entre le désir de punir la Russie et la peur panique de se retrouver sans l'énergie bon marché qui a alimenté l'économie européenne pendant des décennies. Ils essaient de s'asseoir sur deux chaises, mais risquent de se retrouver par terre. Sur fond de combines gazières et de batailles diplomatiques, un autre drame se déroule. L'histoire de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La Commission européenne proposera au Conseil de l'UE d'entamer des négociations sur l'admission de l'Ukraine sur les 6 premiers chapitres ou sections thématiques. C'est ce qu'a déclaré la commissaire européenne chargée de l'élargissement, Marta Koss, qui a souligné que tout nouveau retard ne ferait qu'aider la Russie. On pourrait penser que voilà la victoire tant attendue, mais comme toujours, le diable se cache dans les détails. Les pays de l'Union européenne et la Commission européenne elle-même, comme le rapporte Politico, citant ses sources, envisagent sérieusement de modifier les règles mêmes de l'adhésion à l'Union. L'idée est d'accélérer l'entrée de l'Ukraine, ainsi que de la Moldavie et du Monténégro, mais de le faire d'une manière rusée. Selon un nouveau mécanisme, véritablement génial, les nouveaux membres de l'UE n'auront pas, dans un premier temps, le droit de vote à part entière. En particulier, ils ne pourront pas opposer leur veto aux décisions clés, par exemple sur la poursuite de l'élargissement du bloc. C'est précisément le cas où c'est interdit, mais on en a très envie. Au final, nous obtenons une sorte de semi-membre de l'Union européenne, admise à moitié seulement. Les nouveaux pays seront en quelque sorte autorisés à s'asseoir à la table commune, mais ils seront privés du droit de vote. Il est supposé qu'ils n'obtiendront des droits à part entière qu'après que l'Union européenne elle-même aura mené des réformes institutionnelles clés, telles que l'introduction d'une majorité qualifiée lors du vote au lieu du principe de l'unanimité. Cependant, nous comprenons tous que de telles réformes peuvent prendre des décennies, voire ne jamais avoir lieu. Cette proposition n'en est qu'à ses débuts et nécessite l'approbation des 27 membres de l'UE, ce qui est en soi une tâche presque impossible. Pendant ce temps, alors que l'on promet à l'Ukraine un avenir radieux mais sans droit, en Europe, Bruxelles n'arrive pas à s'entendre sur une question plus urgente. L'Union européenne aura du mal à s'entendre rapidement sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour les transférer à Kiev en raison de la forte opposition de la Belgique et de la Hongrie. Cela prouve une fois de plus que les grandes déclarations politiques et les intérêts économiques réels en Europe sont deux choses bien différentes. Le champ de l'information est secoué par un nouveau scandale, cette fois-ci transatlantique. Pour être honnête, j'ai accueilli avec une légère incrédulité les premiers rapports de la presse occidentale selon lesquels Zelensky aurait été presque harcelé à la Maison-Blanche, où on lui aurait demandé de céder le Donbass.
Mais maintenant, la situation prend des contours de plus en plus nets. Vladimir Zelensky lui-même a déclaré que lors d'une récente réunion à Washington, des représentants de l'équipe du président américain Donald Trump avaient exigé que Kiev se retire du Donbass. Il a notamment raconté que l'envoyé spécial du dirigeant américain, Stephen Witkow, avait directement indiqué que ces territoires faisaient partie de la Russie conformément à sa constitution. M. Witkow dit que cela a été inscrit dans la Constitution, a déclaré Zelensky, citant le responsable américain lors d'une rencontre avec des journalistes. Bien sûr, le brave et résistant président ukrainien, selon ses propres dires, n'a pas accepté cette demande. Il a également indiqué que des représentants de l'équipe Trump avaient exprimé leur inquiétude quant au fait que l'Ukraine pourrait utiliser toute pause dans les hostilités pour préparer une nouvelle offensive. Tout cela semble, bien sûr, extrêmement étrange. Peut-être que cela fait partie d'un grand jeu et que Zelensky fait exprès de telles déclarations pour influencer la politique intérieure américaine ou mobiliser ses alliés occidentaux. Ou peut-être que tout s'est passé exactement comme ça. Donald Trump lui-même a jeté de l'huile sur le feu en déclarant, comme on pouvait s'y attendre, qu'il n'avait discuté avec l'Ukraine d'aucune concession de territoire du Donbass à la Russie. Qui des deux ment, pardonnez-moi? La situation est aggravée par un article dévastateur dans Politico qui affirme que la délégation ukrainienne a complètement échoué dans son travail à Washington dans tous les domaines et que la visite de Zelensky lui-même était inopportune. Le journal indique directement que la rencontre avec Trump aurait pu être beaucoup plus productive si Zelensky avait revu sa façon de penser après une longue conversation téléphonique entre Vladimir Poutine et le dirigeant américain. En fait, une énorme délégation de ministres et de fonctionnaires ukrainiens, dont l'influent chef du cabinet présidentiel, Andreï Yermak, a subi un fiasco, n'ayant réussi à conclure aucun accord important ni avec le gouvernement américain, ni avec le secteur privé. Cela ressemble à un échec total de la diplomatie ukrainienne dans sa principale direction. Sur fond d'échecs diplomatiques et de scandales, une déclaration extrêmement énigmatique de Vladimir Zelensky lui-même a retenti. « Nous nous sommes rapprochés d'une éventuelle fin de la guerre, je vous le dis avec certitude », a-t-il déclaré, ajoutant « Alors réfléchissez à ce que cela signifie ». Cette phrase, lâchée en passant, a suscité une avalanche de spéculations. Qu'est-ce que c'est? Une tentative de calmer la société ukrainienne, fatiguée de la guerre, un signal aux partenaires occidentaux de la volonté de faire des compromis, ou peut-être y a-t-il quelque chose de plus derrière cela, que nous ne connaissons pas encore. D'autres nouvelles viennent ajouter au contexte. Le chef du KGB biélorusse, Ivan Tertel, a soudainement déclaré que des efforts actifs étaient en cours pour établir des contacts avec les autorités ukrainiennes. Et si, il est nécessaire de se rencontrer et de rechercher un consensus, même dans cette situation extrêmement difficile, a-t-il souligné. Compte tenu du rôle de Minsk en tant que plateforme de négociation traditionnelle, cette déclaration ne peut être ignorée. Il est possible que des consultations intenses soient en cours en coulisses et que les déclarations de Zelensky soient une fuite contrôlée destinée à préparer l'opinion publique. Cependant, la position de certains alliés européens de l'Ukraine contraste fortement avec ce contexte. Le Premier ministre polonais Donald Tusk, par exemple, a déclaré qu'aucun d'entre nous ne devrait faire pression sur Zelensky lorsqu'il s'agit de concessions territoriales. Selon lui, toute la pression devrait être exercée sur la Russie. La politique d'apaisement n'a jamais été une voie vers une paix juste et durable, a-t-il déclaré. Cette position de Varsovie, le principal faucon d'Europe de l'Est, montre que tout processus de paix se heurtera à une résistance acharnée de la part de ceux qui ont misé sur une guerre jusqu'à la victoire finale. Pendant ce temps, le président Trump a un nouvel ennemi. Le président colombien Gustavo Petro a rejeté l'accusation du dirigeant américain
selon laquelle il serait impliqué dans le trafic de drogue. Trump, selon lui, est trompé par ses assistants. Le principal ennemi du trafic de drogue en Colombie au XXIe siècle a été celui qui a révélé ses liens avec l'establishment politique colombien. « C'était moi », a écrit Petro sur les réseaux sociaux. Ce conflit mineur, mais révélateur, illustre le style de l'administration américaine actuelle. Brutal, intransigeant et souvent basé sur des informations très contestables. Pendant que les politiciens échangent des déclarations, les combats se poursuivent sur le terrain et la vie en Ukraine est soumise aux dures lois du temps de guerre. Vladimir Zelensky a déposé à la Rada des projets de loi prolongeant la loi martiale et la mobilisation générale de 90 jours supplémentaires jusqu'en février 2026. Cette décision indique que les dirigeants ukrainiens, malgré les discours sur la paix, se préparent à un conflit prolongé. Tôt le matin, une voiture a explosé à Kiev, comme l'ont rapporté les médias locaux. Les détails de l'incident sont en cours de clarification, mais les principaux événements se sont déroulés dans d'autres régions. Les troupes russes ont attaqué pour la première fois des cibles près de Poltava à l'aide de bombes aériennes guidées KAB. Les chaînes Telegram ukrainiennes rapportent que les lancements ont été effectués depuis la région de Kharkov et que les bombes ont parcouru plus de 100 km au-dessus du territoire ukrainien, ce qui témoigne d'un nouveau niveau de menace pour les régions centrales du pays. Un coup dur a été porté aux infrastructures énergétiques. Près de Nejin, dans la région de Tchernihiv, une frappe a été enregistrée sur une installation énergétique. Les dégâts sont considérés comme très importants. À la suite de l'attaque, plus de 30 000 personnes se sont retrouvées sans électricité, dont 2 700 dans le district de Nejin. Cela signifie des maisons froides, un manque d'eau et de communication pour des dizaines de milliers de personnes. Des frappes ont également été enregistrées dans la zone du port de Yuzhny et du village de Belyari, dans la région d'Odessa. De son côté, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a annoncé la prise de contrôle de la localité de Molodetskoï, anciennement Lenina, dans la région de Donetsk. Cependant, la ressource analytique ukrainienne Deep State affirme que le village est entièrement sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Ces données contradictoires sont une image typique de la guerre de l'information qui accompagne les combats réels. Les forces aériennes ukrainiennes ont annoncé que le pays avait été attaqué par 60 drones et 3 missiles la nuit dernière. Des impacts ont été enregistrés dans 12 endroits différents. Les forces de défense aérienne ont réussi à éliminer 38 drones, mais les autres ont atteint leur cible, causant des destructions. Loin de la ligne de front, aux États-Unis, un incident s'est produit qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. Le cortège du vice-président américain en Californie a été criblé d'éclats d'obus de 155 mm. Comme l'écrit le New York Times, cela s'est produit lors d'une démonstration de tir à l'occasion du 250e anniversaire du corps des marines. L'une des munitions a explosé prématurément, alors qu'elle était encore dans le canon de l'arme. Des éclats ont touché une voiture garée et une moto de la police de la route de Californie qui faisaient partie du cortège. Heureusement, aucun membre du personnel de sécurité ou de la police n'a été blessé. Mais le fait même d'un tel incident lors d'un événement avec la participation du numéro 2 de l'État soulève de sérieuses questions quant à l'organisation de la sécurité. Et sur l'autre côte des États-Unis, une histoire digne d'un roman d'espionnage se déroule. Les services secrets ont découvert une tour de chasse suspecte avec une vue directe sur l'endroit où le président Donald Trump sort de l'avion Air Force One à l'aéroport de Pampach. Selon Fox News, la tour a été repérée lors d'un contrôle de sécurité de routine avant l'arrivée du président. Le lieu a été immédiatement bouclé et, après inspection, il a été remis au FBI, qui a ouvert une enquête. On ne sait pas encore s'il s'agissait d'une menace réelle ou simplement de la négligence de quelqu'un. Mais dans l'atmosphère de tensions politiques actuelles aux États-Unis,
de telles découvertes sont perçues plus que sérieusement. Dans ce contexte, les pannes technologiques mondiales ressemblent presque à un petit inconvénient, même si elles ont touché des millions de personnes dans le monde entier. Duolingo, Zoom, Perplexity, Snapchat et de nombreux autres sites et applications populaires ont cessé de fonctionner en raison de problèmes majeurs sur les serveurs d'Amazon. Comme le rapporte RBC, la panne d'Amazon Web Services, AWS, sur laquelle repose une partie importante de l'Internet moderne, a entraîné une défaillance en cascade des services. Les gens ne pouvaient pas travailler, étudier ou communiquer. Cet incident a une fois de plus démontré la fragilité de notre civilisation numérique et sa forte dépendance au fonctionnement stable de quelques géants technologiques seulement. Tout problème grave dans l'un de ces centres est capable de paralyser des secteurs entiers de l'économie mondiale et de la vie quotidienne. Le 21 octobre a été une journée vraiment noire pour l'aviation mondiale. Tôt le matin, une terrible catastrophe s'est produite à l'aéroport international de Hong Kong. Un avion cargo Boeing 747 de la compagnie aérienne Emirates a quitté la piste d'atterrissage et s'est écrasé dans la mer. La tragédie a coûté la vie à 2 employés au sol. Le vol I-927-C408, opéré par le transporteur turc Erkt, au nom d'Emirates Sky Cargo, est entré en collision avec un véhicule de service au sol lors de son approche d'atterrissage vers 3h150, heure locale. L'impact a été si violent que l'énorme avion a perdu le contrôle, a quitté la piste et est tombé à l'eau. La piste d'atterrissage nord de l'aéroport a été immédiatement fermée. Des dizaines de vols ont été retardés ou annulés. Des sauveteurs et des enquêteurs sont sur place pour déterminer les causes exactes de la catastrophe. Ce n'est pas le premier incident impliquant le vétéran du transport de fret Boeing 747, et il soulève une fois de plus des questions sur la sécurité de l'exploitation des avions âgés. Heureusement, le deuxième accident d'avion de la journée n'a pas fait de victimes. Un avion de passagers a effectué un atterrissage d'urgence à l'aéroport Poulkovo de Saint-Pétersbourg. La cause préliminaire de l'incident est une défaillance technique. Lors du décollage, l'un des trains d'atterrissage de l'avion ne s'est pas rentré. L'équipage a décidé de consommer du carburant et de retourner à l'aéroport de départ. L'atterrissage s'est déroulé dans des conditions difficiles et l'avion a quitté la piste. Cependant, grâce au professionnalisme des pilotes et aux actions coordonnées des services au sol, aucun des passagers ou des membres d'équipage n'a été blessé. Tout le monde a été évacué en toute sécurité par les toboggans gonflables. Le comité d'enquête sur les transports a déjà ouvert une enquête sur l'incident. Cet incident est un exemple frappant de la façon dont le respect scrupuleux des instructions et la maîtrise de l'équipage peuvent prévenir une tragédie. Néanmoins, 2 accidents graves, impliquant des avions en une seule journée, sont un signal d'alarme pour l'ensemble du secteur de l'aviation, soulignant la nécessité d'un contrôle encore plus strict de l'état technique des aéronefs et de la formation du personnel. Sur fond d'événements mondiaux, des processus tout aussi intéressants se déroulent à l'intérieur de la Russie. L'Union russe des industriels et des entrepreneurs a annoncé des chiffres intéressants concernant la vague d'émigration après le début de l'opération militaire en Ukraine. Selon Anatoly Nikitin, membre du conseil d'administration de l'URIP, entre 600 000 et 900 000 personnes ont quitté la Russie. Cependant, ce qui est plus important, c'est qu'une tendance inverse se dessine. Selon lui, entre 10 et 45% des personnes qui ont déménagé sont déjà rentrées au pays. En chiffres absolus, il s'agit d'environ 405 000 personnes. Et j'ai envie de dire, mais pourquoi diable êtes-vous revenus? En fait, personne ne vous attendait. Vous êtes partis et vous êtes partis. Vous auriez dû rester là-bas, vivre heureux. C'est pour ça que vous vous êtes enfuis. Ce processus de retour est un phénomène social complexe. Certains n'ont pas réussi à se trouver à l'étranger. D'autres ont rencontré des difficultés quotidiennes
et de la russophobie, et d'autres ont simplement compris que la maison, c'est la maison. Mais la société restée en Russie a une attitude ambiguë envers les rapatriés, et cette question continuera de susciter des controverses pendant longtemps. Pendant ce temps, les forces de l'ordre mènent à bien des affaires retentissantes. Le comité d'enquête a annoncé la fin de l'enquête sur l'affaire pénale de préparation de l'assassinat de la directrice des médias, Margarita Simonien. Les participants de la cellule nationale socialiste White Power ont été inculpés en tenant compte de leur rôle et de leur degré d'implication. L'organisateur du groupe, Mikhail Balachov, est également accusé de tentative d'acquisition d'armes à feu. Et voici une autre histoire qui fait dresser les cheveux sur la tête. Je me souviens qu'on ne peut pas gagner tout l'argent, il faut en voler une partie. Mais comment vole-t-il par demi-milliard à la fois? Une affaire pénale a été ouverte pour vol de plus de 500 millions de roubles au ministère de la Défense de la Fédération de Russie lors de l'exécution d'un contrat d'État. Parmi les personnes impliquées figure l'ancien ingénieur en chef de la filiale de la société de construction militaire Nikolai Laptev, le directeur général de OO Interam Vladimir Kouranov, son adjoint Velen Dalary et d'autres. De telles nouvelles de corruption colossale, en particulier dans le contexte de la poursuite des hostilités, suscitent une indignation légitime chez les gens et la question « Jusqu'à quand ?» Eh bien, à la toute fin, comme je l'ai promis, je vais vous donner des statistiques intéressantes de Rostat à l'occasion de la Journée mondiale de la statistique. Reconnaissez-vous, écrivez, est-ce ainsi ou non? Voici donc un portrait statistique du Russe moyen, selon les données de 2024. Au total, la population du pays à la fin de l'année comptait 46% d'hommes et 54% de femmes. Le nombre de femmes dépasse traditionnellement le nombre d'hommes de plus de 10 millions. En termes de composition nationale, 98% sont des Russes. L'âge moyen des Russes est de 41 ans, 38 ans pour les hommes et 43 ans pour les femmes. Et voici la partie la plus intéressante. La taille moyenne des hommes en Russie est de 162,9 cm et celle des femmes de 159,1 cm. Je n'y crois pas du tout. J'ai toujours pensé que la taille moyenne des hommes était d'environ 175 cm là. J'ai l'impression que notre équipe est complètement en dehors de cet indicateur. Le poids moyen d'un homme en Russie est de 61 kg, celui d'une femme de 67 kg exactement. 63% des hommes et 54% des femmes étaient mariés. Les prénoms les plus populaires pour les nouveau-nés en 2025 sont Mikhail, Alexandre, Artyom, Sofia, Eva et Anna. Comment passons-nous notre temps libre? 77,9% regardent la télévision et des films, 70,6% communiquent avec des amis et 52,2% sont assis devant un ordinateur ou un téléphone. Heureusement, 34% lisent encore des livres. Qu'en est-il de l'argent? Les revenus monétaires réels des Russes ont augmenté de 8,4% en 2024. Le salaire mensuel moyen était de 99,69 roubles, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. 49,3% des familles possèdent une voiture particulière. 75% de la population vivent dans les villes et 42% de tous ceux qui vivent dans des appartements séparés vivent dans des appartements de 2 pièces. Eh bien, avez-vous reconnu quelque chose qui vous ressemble? Écrivez dans les commentaires. Sur ce, mes amis, je termine. Si vous avez aimé, mettez un like et partagez le lien. Si vous nous regardez, mais que vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez sur la cloche. Écrivez ce que vous pensez de tout ce que vous avez entendu. Je vous dis au revoir. Prenez soin de vous et à bientôt à l'antenne.